Le jour de mes 30 ans, ma femme a oublié de me dire bon anniversaire. À midi, j'ai découvert qu'elle n'avait pas seulement oublié la date, elle avait surtout oublié que j'existais encore. Et à 13h20, devant la réception d'un hôtel de Lyon, j'ai compris que le pire n'était même pas la trahison, mais le calme avec lequel j'allais l'enterrer. Je me suis réveillé avant le réveil, ce qui n'est jamais bon signe. Dans l'appartement, il faisait ce silence de dimanche, même si on était mardi. Le genre de silence qui donne l'impression que les meubles vous jugent. J'ai tourné la tête vers Vivien. Elle était déjà assise au bord du lit, en train de répondre à des messages sur WhatsApp. Lumière blanche sur le visage. Expression fermée. Comme si elle préparait un conseil d'administration, au lieu de vivre avec un mari qui changeait de décennie. J'ai attendu 2 secondes, puis 5, puis 10. Rien. Pas un sourire, pas un regard, même pas le classique. Joyeux anniversaire mon cœur, dit avec l'enthousiasme d'une agente EDF, un lundi matin. Alors, j'ai fini par dire, tu sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fête des voisins. Elle a levé les yeux, vaguement contrariée d'être sortie de son téléphone. Et elle a répondu, ah, mince, oui, pardon, j'ai oublié, oublié. Comme un mot de passe, Wi-Fi ou un rendez-vous chez le dentiste. Pas les 30 ans de son mari. J'ai souri. Ce petit sourire qui ressemble à de l'élégance, alors que c'est déjà du dégât intérieur. J'ai demandé, tu as oublié aussi les 3 rappels sur le frigo, ou juste ma présence physique dans cet appartement? Elle a soufflé. Lucas, commence pas. J'ai une grosse journée. Puis elle a ajouté qu'elle avait posé sa journée, qu'elle allait voir des amis, déjeuner, spa peut-être. Rien de très défini. Le flou artistique, ce refuge préféré des gens qui mentent mal. J'ai hoché la tête. J'ai pris mon café. Il était tiède, comme mon mariage. C'était presque amusant, en partant travailler. J'ai regardé la table de la cuisine. Pas de paquet, pas de mots, pas même une pâtisserie de la boulangerie en bas, alors qu'elle sait très bien que j'adore leur flan vanille. Quand une femme oublie ton anniversaire à 30 ans, soit elle te déteste, soit elle est déjà partie depuis longtemps, même si elle laisse encore sa brosse à dents chez toi. Au bureau, j'ai essayé de faire semblant. Mes collègues avaient prévu un déjeuner. Olivia m'a offert un livre et une bouteille de vin. Malik a lancé. Alors le vieux, ça fait quoi de basculer chez les adultes? J'ai répondu, apparemment, ça commence par un oubli conjugal et finit peut-être chez le notaire. Tout le monde a ri. Moi aussi. J'ai toujours eu un vrai talent pour emballer les catastrophes dans du papier cadeau. Vers midi, Vivien n'avait toujours rien écrit. Pas un message. Pas même un emoji paresseux. Alors, j'ai ouvert notre appli de localisation. Au départ, juste pour vérifier si madame était bien en terrasse avec ses amis à parler pilates et charge mentale. Sauf que le point s'est affiché net, immobile, posé sur un hôtel du 6e arrondissement. Un hôtel pas discret, pas miteux non plus. Le genre d'endroit où on ne réserve pas une chambre pour discuter de ses objectifs trimestriels. J'ai regardé l'écran longtemps, comme si l'adresse allait changer par politesse. Puis j'ai appelé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Aucune réponse. À la 4e, messagerie. Sa voix douce a dit « Laissez un message ». Je n'en ai pas laissé. Les gens mentent souvent mieux, à l'oral, que face au silence. J'ai fermé mon ordinateur, dit à mon responsable que j'avais une urgence personnelle, ce qui était techniquement exact. Une autopsie de mariage entre 13h et 14h. Dans le tram, j'avais le cœur calme. C'est ce qui m'a le plus surpris. Pas de colère spectaculaire, pas de mains qui tremblent, juste cette sensation très nette qu'un rideau tombait enfin sur une pièce médiocre. En arrivant à l'hôtel, tout était propre, parfumé. Lisse, une réception beige, des bouquets trop chers, une machine à café silencieuse. J'ai demandé à voir un responsable. Avec ma voix la plus polie, celle que j'utilise pour les conseillers bancaires et les syndics incompétents, j'ai expliqué que je cherchais mon épouse, que j'avais une raison grave de penser qu'elle était ici. La réceptionniste a pris cet air prudent, des gens qui savent quelque chose, mais aiment leur emploi. Puis un homme plus âgé est venu, costume marine, sourire administratif. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas divulguer d'informations sur les clients. Évidemment,
J'ai sorti ma carte d'identité, montré la photo de notre livret de famille sur mon téléphone et dit « Je ne vous demande pas le code du coffre, seulement de me confirmer si ma femme est bien ici et si elle est seule. » Il a hésité, longtemps, juste assez pour me répondre sans répondre. Puis il a dit « Monsieur, tout ce que je peux vous dire, c'est que la réservation n'était pas pour une personne seule, et que le couple est arrivé en fin de matinée. Le mot couple a flotté entre nous avec une élégance détestable. J'ai presque eu envie de le remercier pour la précision lexicale. J'ai demandé le nom de l'homme. Il a refusé. Logique. Puis j'ai regardé le comptoir à dessert derrière lui. Des entremets sous cloche, des macarons alignés comme des témoins muets, et une idée d'une froideur magnifique m'est venue. J'ai sorti ma carte bancaire. J'ai dit « Très bien, envoyez à la chambre une bouteille de champagne et votre meilleur dessert. » Avec un mot, il a cligné des yeux. J'ai pris le stylo, j'ai écrit « Profitez bien de l'après-midi. Nous parlerons du divorce ce soir. » Lucas, quand j'ai reposé le stylo, la réceptionniste me regardait comme si j'étais soit très élégant, soit légèrement dangereux. Peut-être les deux. Je suis ressorti sans lever la voix, sans monter, sans frapper à aucune porte. Dehors, mon téléphone a vibré avant même que j'atteigne le trottoir. Vivien appelait, puis encore, puis encore. Et derrière son nom, pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti absolument rien, sauf une curiosité glaciale, parce que le prochain numéro inconnu qui s'affichait n'allait pas tarder à me révéler le nom de l'homme qui occupait ma place depuis des mois, et j'avais déjà la main sur la poignée de la suite. Le numéro inconnu a appelé moins de 30 secondes après le 7e appel de Vivien. J'étais encore devant l'hôtel, à regarder les vitrines d'une boutique de décoration hors de prix, des lampes en laiton et des vases trop sûrs d'eux. Exactement le genre d'objet qu'on achète quand on veut donner à sa vie une cohérence que son couple n'a plus. J'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis j'ai décroché. Une voix d'homme, assurée mais déjà nerveuse, a dit « Lucas, je suppose, je m'appelle Ryan. Il faut vraiment qu'on parle. » J'ai eu un petit rire, pas joyeux, juste propre, comme quand on entend enfin le nom du type qui a décidé de venir s'asseoir à votre table sans invitation. J'ai répondu « C'est fascinant. Tu t'appelles Ryan. Tu montes à l'hôtel avec ma femme un mardi à l'heure du déjeuner. Et tu penses que le bon angle d'entrée, c'est « Il faut qu'on parle ». Il a soupiré. Le pauvre. Il avait déjà cette fatigue des hommes qui se découvrent très courageux tant qu'ils ne sont pas obligés d'assumer. Il a tenté. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai regardé la façade de l'hôtel. 3 étoiles discrètes, rideau épais, hypocrisie correcte. Et j'ai dit « Dans ce cas, c'est sûrement pire. » Silence. Puis il a repris. Plus vite. Vivien m'avait dit que votre mariage était fini depuis longtemps, qu'il n'y avait plus rien entre vous, qu'elle voulait te parler depuis des semaines. Évidemment. Le vieux classique, le mariage déjà mort, l'homme incompris, la femme qui souffre en silence et finit mystérieusement dans une chambre à l'heure du café gourmand. J'ai répondu. Tu sais ce qui me plaît dans les mensonges de ce type, c'est leur côté prêt-à-porter. Ça taille mal, mais tout le monde essaie quand même. Il a dit qu'il n'avait rien fait, qu'il voulait juste parler au calme, dans un hôtel, en pleine journée, avec champagne bientôt livré. J'ai fermé les yeux une seconde, et j'ai pensé « Merci Vivien. Même ton adultère manque d'imagination. » Je lui ai dit « Écoute bien, je ne te dois rien. Ni colère, ni scène, ni pédagogie. Tu peux retourner à tes explications de vestiaire. Pour moi, c'est terminé. » Et j'ai raccroché. Les messages de Vivien ont commencé immédiatement. Lucas attend. Lucas répond. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Je déteste cette phrase. Elle devrait être interdite par décret. Elle arrive toujours après les faits. Jamais avant l'ascenseur. Jamais avant la réservation. Jamais avant le mensonge du matin. J'ai pris le tram jusqu'à la Part-Dieu. Je me suis arrêté dans une brasserie où les serveurs ont cette manière lyonnaise de vous regarder, comme si votre détresse devait tout de même commander quelque chose. J'ai demandé un café serré et une tarte citron. Pour mes 30 ans, j'avais visiblement droit à un divorce et à du sucre.
Olivia m'a écrit pour savoir où j'étais passé. J'ai répondu. Anniversaire instructif. Mariage en liquidation. Je te raconterai. Elle m'a renvoyé. Tu plaisantes. J'ai écrit. Hélas non. Puis j'ai coupé mon téléphone 10 minutes, juste pour entendre le silence. C'était la première chose honnête de la journée. Quand je suis rentré à l'appartement, il était 19 heures passées. J'avais eu le temps d'appeler un cabinet d'avocats, recommandé par un collègue, d'obtenir un rendez-vous pour le lendemain matin, et de relire mentalement 3 ans de mariage avec cette netteté cruelle qu'on n'a qu'après la chute, les petits retraits, les soupirs automatiques, les excuses floues, les séances de sport, soudain très fréquentes, les dîners annulés, la fatigue sélective, tout ce qui paraissait dispersé avait désormais une colonne vertébrale. Notre couple ne s'était pas effondré aujourd'hui. Il s'était vidé en douce, comme un compte qu'on siphonne en laissant l'application bancaire ouverte. Vivien est arrivé à 20h12. Je m'en souviens, parce que j'avais posé mon téléphone à côté de moi, sur la table basse, et que je regardais l'heure avec un calme presque scientifique. Elle a ouvert la porte trop vite. Sac jeté contre l'entrée. Cheveux encore impeccables. Parfum trop présent. Cette manière d'avoir pris le temps de se recomposer avant de venir jouer la sincérité, elle m'a trouvé assis dans le salon avec un verre d'eau. Pas d'alcool. Je tenais à rester parfaitement lucide pour son numéro. « Lucas, laisse-moi parler », a-t-elle lancé immédiatement, comme si c'était elle qui présidait la réunion. J'ai montré le fauteuil en face de moi. « Assieds-toi. Tu vas adorer la partie où je parle aussi. » Elle s'est assise, les mains jointes, regard humide, mais pas encore larmes. Vivien a toujours eu le sens du dosage. Elle a commencé par dire que rien ne s'était passé, que Ryan était juste un ami, qu'ils se connaissaient depuis quelques mois à la salle de sport de Guerlain, qu'il l'écoutait, qu'elle avait eu besoin de parler. J'ai levé un sourcil. Et pour parler, vous avez choisi un hôtel. C'est vrai que les cafés sont devenus rares en France. Elle a fermé les yeux, agacée, et a repris que l'hôtel n'était qu'un endroit discret, qu'elle ne voulait pas être vue. J'ai répondu « Rassure-toi, vous avez surtout été parfaitement vue par la réception. Ils vous trouvent très assortis. » Elle a pâli, puis elle a murmuré « Tu es allé là-bas. » J'ai souri. « Oui, et je t'ai offert le dessert. Je suis un mari de transition très courtois. » Elle m'a accusé de vouloir humilier. Ce qui était intéressant, venant d'une femme qui avait commencé ma journée par un oubli, et l'avait poursuivie dans une chambre réservée à 2. Alors, j'ai laissé tomber l'ironie. J'ai dit calmement « Tu m'as menti ce matin. Tu as posé un jour pour voir tes amis. Tu es allé à l'hôtel avec un homme que tu connais depuis des mois. Tu n'as pas répondu à mes appels. Ensuite, tu m'envoies. Ce n'est pas ce que tu crois. Très bien, explique-moi ce que je suis censé croire. Que vous faisiez un exposé sur la mutuelle. » Elle a pleuré à ce moment-là. Pas fort, pas tragiquement. Juste les larmes pratiques des gens qui voient le réel entrer dans la pièce. Elle a juré qu'ils ne s'étaient embrassés qu'une fois avant, qu'elle était perdue, qu'elle ne savait plus où elle en était, qu'entre nous ça n'allait plus. J'ai répondu. Entre nous ça n'allait plus. Donc tu as recruté un remplaçant à la salle. C'est une méthode. Elle a osé dire. Tu n'étais plus là non plus. Tu travaillais tout le temps. Ah, voilà. Le service après-vente de la faute partagée. La fameuse brochure. J'ai hoché la tête. Même si j'avais travaillé davantage ces derniers mois, je faisais tourner la maison, les rendez-vous banques, le dossier du prêt, les échanges avec le syndic, les courses du samedi. Et j'étais encore là, le matin de mes 30 ans, avec l'espoir très modeste d'un café chaud et d'un regard tendre. J'ai posé mes mains sur mes genoux et je lui ai dit la phrase qui a réellement changé la soirée. J'ai pris rendez-vous avec un avocat pour demain matin. Elle m'a fixé, comme si je venais de parler une langue étrangère. Un avocat ? Oui. Pour engager la procédure de divorce ? Son visage s'est vidé d'un coup. Plus de théâtre. Plus de défense élégante. Juste une peur brute. Elle s'est levée, a commencé à faire les 100 pas entre le canapé et la fenêtre. « Lucas, tu ne peux pas prendre une décision pareille en quelques heures. » J'ai répondu. « Je ne la prends pas en quelques heures. Je la prends à la fin de plusieurs mois de mensonges. Aujourd'hui, j'ai juste reçu la facture. » Elle s'est arrêtée net. Et dans le silence qui a suivi,
Son téléphone a vibré sur la table de l'entrée. L'écran s'est allumé une seconde. Un prénom s'y est affiché, Ryan, et à cet instant, même elle a compris que la discussion venait de basculer dans quelque chose qu'elle ne contrôlerait plus. Le prénom de Ryan a clignoté sur l'écran comme une enseigne de bar médiocre. Impossible à ignorer. Même dans un salon bien rangé, Vivien s'est jeté sur son téléphone, avec la vivacité d'une femme qui venait de comprendre que son mensonge avait désormais une sonnerie. Elle a coupé l'appel sans me regarder. Trop tard, à partir de là, tout ce qu'elle disait avait la solidité d'un ticket de caisse mouillé. Elle a tenté un dernier virage. « Lucas, écoute-moi. Tu réagis sous le choc. On peut parler demain. Tranquillement. Voir un conseiller. Prendre un peu de recul. J'ai presque admiré l'ordre des priorités. Hôtel d'abord. Recul ensuite. » J'ai répondu. « Justement, j'ai pris du recul cet après-midi. Assez pour appeler un avocat avant même que tu rentres. Et assez pour comprendre que tu ne t'es pas perdu une seule fois. Tu as pris une série de décisions très cohérentes. » Elle s'est crispée. J'ai vu dans ses yeux le moment exact où elle a compris que mes phrases ne cherchaient plus à la convaincre, seulement à fermer les portes proprement. Elle a essayé de reprendre la main avec le vocabulaire du flou. C'était compliqué. Je me sentais seul. Tu étais distant. Ryan m'a juste écouté. J'ai hoché la tête. Oui. Les hommes très disponibles à l'heure du déjeuner sont souvent d'excellents auditeurs. Elle a soufflé mon prénom comme on souffle sur une allumette avant l'incendie. Mais je n'étais plus inflammable. Je lui ai demandé quelque chose de simple. Depuis quand? Pas une dissertation, pas une tragédie, juste une date. Elle a regardé la baie vitrée, comme si la réponse était dans les lumières du quai. Puis elle a dit « On s'est rencontrés en novembre, à la salle. On a commencé à parler en décembre. J'ai fait le calcul automatiquement. 5 mois, peut-être 6, pendant lesquels elle rentrait en disant qu'elle avait prolongé le cardio, pendant lesquels elle avait changé de parfum, acheté des ensembles de sport hors de prix et découvert soudain une passion pour les entraînements du dimanche matin. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais porté les sacs de course en me disant qu'elle était juste fatiguée. Quelle belle blague! Dans un couple, on appelle intuition ce qu'on refuse de nommer preuve. J'ai demandé, et tu comptais me le dire quand, après le spa imaginaire, après l'hôtel, ou après qu'il oublie aussi ton anniversaire, elle a baissé les yeux, puis a tenté l'attaque inversée. Tu pourrais au moins chercher à comprendre pourquoi j'en suis arrivé là. Je me suis levé, lentement, pas pour l'intimider, juste parce que j'avais besoin de regarder cette scène, debout, comme un homme qui refuse de négocier assis sa propre humiliation. Comprendre n'efface rien, ai-je dit, même si j'écrivais ta biographie en 5 volumes. Ça ne change pas les faits. Tu m'as menti. Tu as organisé cette journée. Tu as choisi un hôtel. Tu n'as pas répondu. Et maintenant, tu veux transformer ça en atelier de communication. Non. Elle a commencé à pleurer pour de vrai cette fois. Avec les épaules, le souffle court, la mise en scène venait de laisser place à la panique. Mais j'étais trop loin pour être attendri. J'ai sorti de mon bureau une chemise cartonnée. J'y avais déjà glissé les captures d'écran de la localisation. L'heure de ses appels manqués. La note de l'hôtel, prise de mémoire. Même le nom du responsable de réception. Elle m'a regardé comme si elle découvrait un inconnu. J'ai dit « Demain, je vois l'avocat. D'ici là, tu dors dans la chambre d'amis. Et tu ne touches pas au compte commun sans m'en parler. » Elle a ouvert la bouche, outrée. « Lucas, tu me traites comme une criminelle. » J'ai répondu « Non, une criminelle essaie de ne pas laisser de traces. Toi, tu as juste surestimé mon seuil de tolérance. » Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Pas parce que j'étais détruit, contrairement aux clichés, mais parce que tout allait trop vite dans ma tête. Il y avait des détails absurdes qui revenaient. La bouteille de shampoing de Ryan, imaginaire mais irritante. Le sourire neutre du réceptionniste. La manière dont Vivienne avait dit « J'ai oublié », le matin même, comme on dit, « J'ai oublié le pain ». Vers 3 heures, j'ai entendu la porte de la chambre d'amis s'ouvrir. C'est pas dans le couloir. Hésitant. Puis rien. Elle a dû comprendre que venir jouer la scène de la femme fragile à ma porte n'obtiendrait que du silence. Au fond, c'était presque reposant de voir la mécanique échouer. Au cabinet de maître Delmas,
Le lendemain matin, tout sentait le cuir, le café noir et la rigueur fiscale. Exactement ce qu'il me fallait. Une assistante m'a fait patienter avec une efficacité aimable. Sur la table basse, il y avait des magazines juridiques et une plante qui survivait par devoir. L'avocat était un homme d'une 50aine d'années, précis, sans effet, l'œil de ceux qui ont entendu assez d'histoires pour ne plus s'émouvoir des décorations émotionnelles. Il m'a laissé parler sans m'interrompre. Je lui ai raconté la veille, l'hôtel, les messages, le nom de Ryan, les mois de distance. Il a pris des notes avec ce calme presque offensant des professionnels compétents, puis il a posé son stylo et a dit « Monsieur, ce qui compte maintenant, ce n'est pas de gagner moralement, c'est d'être méthodique. Vous documentez tout, vous évitez les disputes inutiles, vous ne videz pas les comptes, vous ne quittez pas le domicile sans conseil, et vous ne vous laissez pas entraîner dans des conversations sentimentales qui pourraient se retourner contre vous. » J'ai presque souri. Enfin, quelqu'un qui parlait ma langue, celle des faits, pas celle des sanglots. Il m'a demandé le régime matrimonial, la date d'achat de la maison à Caluire, les revenus, les charges, la mutuelle, le prêt, les assurances, la valeur probable du bien. J'ai sorti les documents que j'avais imprimés au bureau avant de venir. Son sourcil a légèrement bougé. Approbateur. Visiblement, tous ses clients ne débarquaient pas avec un dossier déjà trié. Il a dit « Je vois que vous n'êtes pas venu pour une thérapie. » J'ai répondu « Non. J'ai déjà donné. C'était à l'hôtel Carlton, hier. » Il a eu un très léger sourire, ce qui, chez un avocat, équivaut à un feu d'artifice. Puis il a ajouté qu'au vu des éléments, une procédure claire et rapide était possible. Si l'autre partie cessait le théâtre, nous avons préparé les premières démarches, la demande, les pièces, les relevés, les captures, les éléments patrimoniaux, tout ce qui transforme un effondrement privé en dossier lisible. C'était presque beau. Vers midi, j'avais signé de quoi lancer la suite. Ma vie conjugale venait officiellement de passer du registre des promesses à celui des pièces jointes. En sortant, Vivien m'attendait en bas du cabinet. Évidemment, lunettes noires, manteau beige, posture de femme qui veut donner à l'humiliation une silhouette élégante. Elle s'est avancée. « J'ai juste fait une erreur », a-t-elle dit. « Une seule. Ne détruis pas tout pour une erreur. » Je me suis arrêté sur le trottoir, entre une boulangerie et une pharmacie, décor très français pour un acte de rupture. Et je lui ai répondu. Ce n'était pas une erreur, c'était une chaîne complète. Mentir le matin, poser un jour, inventer des amis, aller à l'hôtel, couper ton téléphone, laisser un autre homme m'appeler, puis rentrer en me prenant pour un imbécile. Ça fait beaucoup pour un seul accident. Son visage s'est fermé. Enfin, les excuses cédèrent la place à autre chose. À cette colère sèche des gens qui réalisent qu'ils ne vont pas obtenir le pardon au tarif habituel, elle a dit « Tu veux me punir ?» J'ai répondu « Non, je veux sortir d'un endroit où tu m'as dévalué. » Nuance, elle a serré son sac contre elle, ses phalanges blanches, et a lâché « Très bien, tu veux la guerre, on va parler maison, argent, assurance, tout. » Puis elle s'est détournée sans attendre ma réponse. J'ai regardé son dos s'éloigner dans la rue, et j'ai compris que la phase des larmes venait de se terminer. La suivante serait plus froide, plus juridique, plus sale peut-être. Sauf que 3 jours plus tard, elle reviendrait avec une carte inattendue, une phrase si énorme qu'elle en deviendrait presque comique. Et pour la première fois depuis notre mariage, ce ne serait pas moi qui douterais du calendrier. 3 jours plus tard, Vivien est arrivée avec un dossier sous le bras et un visage de tragédie administrative. Elle s'est assise sans invitation dans la cuisine, là même où elle avait oublié mes 30 ans, et elle a lâché « Je suis enceinte ». Pas de préambule, pas de tremblement, juste cette phrase posée entre la corbeille de fruits et la cafetière, comme une facture supplémentaire. Je l'ai regardée longtemps, puis j'ai demandé « De combien ?» Elle a hésité 1 seconde, une seule, mais en matière de mensonge. 1 seconde, c'est déjà un aveu. Elle a parlé de retard, de tests positifs, de stress, d'émotions, tout sauf de date nette. Alors j'ai pris mon téléphone, ouvert le calendrier,
et j'ai refait les comptes devant elle, calmement, comme pour un rendez-vous chez le notaire. « Tu veux vraiment qu'on joue à ça ?» ai-je dit, parce que le timing est insultant, même pour quelqu'un de très fatigué. Elle a immédiatement changé de registre. « Lucas, ce n'est pas le moment d'être cruel. Il y a peut-être un enfant, une famille, un avenir. » J'ai presque souri. La famille. Quel concept souple, surtout après un check-in à deux. Je lui ai répondu que si elle était réellement enceinte, il y aurait un test de paternité, sans discussion, et que même si l'enfant était le mien, cela ne sauverait rien. Elle s'est raidie, comme si je venais d'insulter une institution sacrée. « Tu vas abandonner ton propre enfant », a-t-elle lancé. « Non, ai-je dit, je refuse simplement de confondre responsabilité et soumission. Ce mariage est fini. Grossesse ou pas, elle a alors sorti l'artillerie de secours. La maison, le prêt, la mutuelle, le niveau de vie, ce qu'elle méritait après tout ce qu'elle avait investi. J'ai laissé passer l'orage, puis j'ai transmis chaque message à Maître Delmas. Sa réponse a été aussi sobre qu'un couperet. Demandez immédiatement une preuve médicale. Ne commentez rien d'autre. C'est ce que j'ai fait. 20 minutes plus tard, Vivien n'avait plus de larmes, seulement de la rage. Les jours suivants, son avocate a tenté de reprendre le thème, puis a soudain cessé d'en parler. Plus de certificats clairs, plus d'insistance, plus de grand avenir familial, brandi comme un extincteur sur un incendie qu'elle avait elle-même allumé. À partir de là, tout est devenu plus simple, presque banal. Expertise de la maison, mise en vente, partage du produit, pas de prestations compensatoires extravagantes, pas de part sur mes revenus. Chacun paierait son avocat. C'était moins romantique qu'un mariage, mais nettement plus honnête. Et quand j'ai signé les premiers accords, j'ai compris que Vivien n'avait pas perdu son mari le jour de l'hôtel. Elle m'avait perdu bien avant. Simplement, elle ne pensait pas que je partirais sans me retourner. Le divorce s'est terminé sans théâtre, ce qui, en France, relève presque du miracle administratif. Les papiers ont circulé, la maison a été vendue, l'argent partagé, chacun a payé ses frais. Et notre mariage a fini comme il avait vraiment vécu la dernière année, dans des mails froids, des signatures sobres et des silences très parlants. Quelques semaines après, Vivien m'a envoyé une courte lettre. Pas un roman, juste 3 phrases. Elle disait qu'elle regrettait, qu'elle n'avait pas mesuré les conséquences, qu'elle espérait qu'un jour je comprendrais. Je n'ai pas répondu. Comprendre n'a jamais obligé à revenir. Olivia, elle, continuait à me tenir au courant, malgré moi. Un soir, autour d'un verre à Croix-Rousse, elle m'a appris que Ryan n'était plus dans le décor, apparemment. Monsieur le grand confident supportait mal les complications réelles. Et selon ce qu'elle avait entendu, Vivien regrettait surtout d'avoir tout perdu d'un coup, pas tellement d'avoir trahi. Nuance essentielle. J'ai aussi fini par comprendre que cette fameuse grossesse avait disparu des conversations, parce qu'elle ne menait nulle part, ou menait ailleurs, probablement vers Ryan, ce qui, franchement, ressemblait à une logique interne presque élégante. Puis un dimanche, mon frère Thomas m'a appelé. « Viens dîner chez maman. Pas d'excuses, pas de costume, juste toi. » J'y suis allé en TER, léger, pour la première fois depuis des mois. Chez eux, il y avait une table trop pleine. Du poulet rôti, du gratin, des blagues nulles. Ma nièce m'a offert un dessin où j'avais l'air d'un super-héros fiscal. Ma mère a posé devant moi un fraisier avec une bougie en retard et a dit « On n'a pas fêté tes 30 ans correctement, alors on recommence. » J'ai ri. Un rire propre, sans arrière-goût. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose de simple. Je n'entrais pas dans mes 30 ans avec une humiliation. J'y entrais avec des preuves, des limites, et la paix de celui qui n'est pas resté là où on l'avait diminué. Vivien avait cru que je supplierais, négocierais, temporiserais. Elle s'était trompée. On peut perdre une femme, une maison, des habitudes. Mais il y a plus grave que d'être quitté. Il y a resté là où l'on cesse d'être respecté. Moi, ce soir-là, en soufflant enfin cette bougie absurde avec ma famille autour de moi, j'ai su que je n'avais rien perdu d'essentiel. J'avais seulement cessé d'accepter moins que ma valeur.